Merci au CNGE d'avoir organisé ce magnifique relais parce que vraiment le sujet se prête bien. Alors moi c'est Anne-Laure Collet-Charlat, je suis maîtresse de conférences depuis peu à Sorbonne Université, médecin généraliste à Villejuif. Je vais vous présenter le travail de thèse de Cécile Betsch qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qu'on a co-dirigé avec Alice Domergue qui n'est pas là non plus aujourd'hui. Concernant l'état des lieux du confort des patientes durant l'examen gynécologique. Ça, c'est mes liens d'intérêt, je n'en ai pas. Donc, on a décidé de faire cette recherche. Enfin, Cécile Betsch, en fait, surtout, nous a proposé cette recherche en partant du constat bien connu que l'examen et la consultation gynécologique, elle était source d'anxiété et d'appréhension chez les femmes. Que d'autre part, l'examen gynécologique, il peut être nécessaire, mais non obligatoire. Il peut être nécessaire, et notamment dans... là, on vous a mis le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et que en France, avant mai 2023, je suis désolée, je vous vois pas du tout, c'est super haut. Oh non. Bon, on va voir. Donc on n'avait pas du tout de recommandations, comme le disait tout à l'heure Élodie. Et donc les dernières recommandations, elles sont sorties en mai 2023, donc juste après notre étude. Mais c'est pas grave. Et donc, quelques éléments importants qui sont sortis de cette recommandation, vous en avez mis quelques-unes là, et c'est d'abord de proposer des alternatives au niveau de la position. Je vais pas vous les décrire toutes parce que j'ai que 10 minutes, mais voilà, je vous laisse les regarder. Grosso modo, faut juste leur proposer. Ensuite, les recommandations partaient du principe de nous indiquer quand est-ce qu'on faisait ou pas un examen pelvien chez une femme asymptomatique. Voilà, on va faire bien attention chez la femme asymptomatique. En gros, on n'examine pas, d'accord ? Sauf si je mets en place un DIU et si je veux suivre un DIU. Sinon, arrêtons d'aller mettre un stérilet, un spéculum dans le vagin de nos femmes. Et surtout, quand on fait une consultation de contraception hormonale, parce qu'on a cette habitude-là de le faire. Voilà. Là, c'est clair et net. Ils disent non, c'est pas nécessaire. Donc, arrêtons de le faire. Idem pour le dépistage du cancer de l'ovaire. Souvent, on en a parlé. L'année dernière aussi, il y avait eu un sujet très, très intéressant là-dessus au congrès, qui est en fait de dire on n'est pas du tout efficace au toucher pelvien. Donc, en fait, ne le faisons pas non plus. Et ensuite, la question, c'était les modalités de gestes pour l'examen pelvien. Mettons du lubrifiant. C'est déjà pas mal. Voilà. Les quelques idées à retenir. Je vais avancer un peu, sinon je vais pas y arriver. Donc, dans ce contexte-là, on a juste réalisé une étude quantitative, transversale, observationnelle, multicendrique, avec des questionnaires à la fois papier et informatisés. Et donc, on a commencé en mars 2023 jusqu'en juin 2023. Et donc, les recommandations, elles sont arrivées entre-temps. Donc, malheureusement, on n'a pas pu partir de ça. L'objectif, c'était de connaître les préférences des patientes majeures en Île-de-France concernant l'organisation du déroulé au cours d'une consultation gynécologique. On a aussi mis en place un des objectifs secondaires qui était de savoir quelles étaient les préférences selon certains critères, notamment l'âge, le niveau d'études, les situations professionnelles. Les critères d'inclusion, c'était que qu'elles soient majeures et qu'elles aient déjà eu une consultation gynécologique avec ou sans examen. On a exclu malheureusement les femmes mineures, mais surtout celles qui ne pouvaient pas remplir le questionnaire seules. Ça, on a malheureusement exclu. Et celles qui n'avaient jamais eu de consultation. Donc, déjà pour commencer, les caractéristiques de la population, on peut voir qu'on a fait 125 questionnaires. C'est une toute petite étude. Mais la population est jeune, donc d'une moyenne de 31 ans, majoritairement active, 75%, d'un niveau plutôt élevé, 68% de bac plus 5, c'est beaucoup, plutôt né en France aussi à 85%, et dont premier âge d'examen était 17 ans. On y reviendra.
Donc, concernant l'organisation de l'espace, donc ça, Élodie on a déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Donc, les femmes sont assez d'accord avec ce que finalement les professionnels de santé rapportent. Et donc, elles veulent se dévêtir derrière un paravent avec la table d'examen à côté. Grosso modo, c'est je veux pas me balader toute nue dans le cabinet, quoi. Voilà. Ça, c'est important. Et en revanche, qu'il y ait une salle ou pas préférentielle avec la salle d'examen, ça, elles s'en fichent. Mais voilà, c'est juste, je suis toute nue, je me pose sur la table et voilà. Déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, voilà. Une chose importante, c'était qu'elles aiment bien ne pas être toutes nues dès le début. Donc ça, il y a un changement de paradigme qui se fait depuis longtemps. C'est d'abord le haut, ensuite le bas, ou je me rhabille au moins entre les deux, mais globalement, la femme, aujourd'hui, elle préfère ne pas être toute nue. Concernant la position d'examen, finalement, c'est la position classique qui a été préférée. Ça, on a été un peu étonnés, mais pareil, on en reparlera tout à l'heure. Et concernant aussi la proposition d'un drap d'examen, juste qui cache les parties pelviennes, c'est 54%. Alors ça, par contre, unanimement, point de vue du relationnel et du consentement, elles veulent aujourd'hui être averties avant chaque geste. Elles veulent avoir un consentement et surtout des explications. Et ça, c'est unanime. Donc, il faut vraiment qu'on le fasse. Concernant l'étude comparative des préférences, on peut voir que plus les femmes elles sont jeunes, plus elles vont préférer justement cet ordre d'habillage. Plus elles sont âgées, ça va être moins le cas. Si elles sont suivies par un gynécologue, et ben finalement, moins. En revanche, la proposition des étriers, quand elles vont être jeunes, elles vont préférer ne pas avoir d'étriers. Si elles sont suivies par une sage-femme, elles vont préférer ne pas avoir d'étriers. Si elles vont suivies par un gynécologue, elles vont préférer les étriers. Ça, on en parlera tout à l'heure. C'est probablement des gros biais de connaissances, notamment. En revanche, vraiment être prévenue va être différent chez les femmes jeunes, et le fait d'être parents aussi, elles vont avoir, elles veulent être prévenues avant chaque geste. Je me dépêche. Le consentement, il est important, notamment sur le pays de naissance, l'origine. Donc, une femme d'origine française va préférer être prévenue. En revanche, on avait beaucoup de femmes d'origine étrangère. Elles avaient moins cette habitude-là. Les explications à fournir aussi, on retrouve la même chose. Sur le reste, nous n'avons pas de différence significative. Donc, pour discuter un peu de tout ça, la force de cette étude, c'est qu'elle était originale, multicentrique. On avait quand même une forte représentativité au niveau du taux d'activité des femmes, qui est le même qu'on retrouve à l'INSEE, qui est de 75% environ. En revanche, on avait une population très jeune par rapport à celle d'Île-de-France. Au niveau des biais qui peuvent être importants, c'est notamment un biais de sélection, parce que malheureusement, comme je disais en introduction, on a dû exclure, de par notre méthode, les patientes qui ne pouvaient pas remplir les questionnaires seules. Donc, on a exclu les patientes potentiellement vulnérables. Ensuite, on peut aussi avoir un biais de classement, parce que, en fait, elles auront pu potentiellement cocher plus qu'une préférence, mais en fait une habitude, c'est-à-dire que elles connaissent pas le potentiel de faire autrement que allonger sur le dos avec des étriers. Et donc ça, c'est un gros biais de classement qu'on pourrait revoir. Et d'autre part, les questionnaires papier étaient rendus aux professionnels de santé, donc ce qui a pu faire un biais de désirabilité sociale. Donc, pour conclure, on espère que les recommandations françaises de mai 2023 ont permis une harmonisation des pratiques. Notre étude met en avant le fait que le paravent, le déshabillage en 2 temps, c'est très important, et que le consentement et l'information est important à rendre aux patients. Là, on a une forte variabilité concernant l'âge et le pays de naissance. Évidemment, comme on le disait tout à l'heure, chaque patiente nécessite une approche personnalisée et centrée sur le patient. Quelques autres questions qu'on aurait pu se demander parallèlement, c'est évidemment la question de l'auto-insertion spéculum. Ça, les recommandations de 2023 ne disent que... En fait, il n'y a pas de recommandation, on fait comme on veut.
Et l'utilisation du miroir, qui est pas du tout nommée dans la recommandation, dans la dernière recommandation. Et une chose qui nous est apparue à la relecture de l'étude, c'est l'âge extrêmement jeune de cette premier examen, qui est de 17,8. Et ça, vraiment, j'étais très, très étonnée. Rappelons que c'est 23 ans, normalement. C'est 25 ans pour le premier... Pardon, excuse-moi. C'est 25 ans pour le premier frottis. Donc, avant, n'examinons pas nos femmes si elles sont asymptomatiques. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On va passer aux questions. Bonjour, Pascal Chin, généraliste à Hervillac dans le Finistère. Merci de votre présentation. Est-ce que l'âge moyen de 17 ans, il peut s'expliquer par une population qui fait usage du DIU, justement, et qui du coup sera examinée? J'avais pas la contraception particulière de ces femmes-là, mais en effet, c'est... Ça peut être une ça peut, ouais. Mais bon, quand même, 17,3... Oui. Comme a dit, le premier moyen de contraception chez les adolescentes, c'est le stérilet. Oui, mais pas en France. Oui, je suis d'accord. Bien sûr, tout à fait. Oui, oui. Mais en effet, les femmes françaises utilisent moins la contraception hormonale et de plus en plus le DIU. Donc peut-être que cet âge peut être expliqué comme ça. Bonjour, je suis Ameline Bénard, une CCU de Besançon. J'ai une petite question. En fait, on parle beaucoup du ressenti des émotions des patients ou des médecins lors des examens gynéco, mais finalement, on explore peu l'information exacte, les explications exactes qu'elles veulent avant l'examen. Et je pense qu'ils dédramatisent beaucoup le geste et qui évite de se construire en fait une image de l'examen qui est un peu probablement exagérée ou faussée et qui fait qu'elles le vivent beaucoup mieux. Moi, je sais que je prends énormément de temps sur l'explication, sur des maquettes et en fait, à chaque fois, elles me disent bon, ok, et ça se passe beaucoup mieux depuis que je fais comme ça. Je sais pas si vous avez pu lire des choses ou explorer ça sur un texte libre, je sais pas si... Non, en fait, là, c'était vraiment le confort. Donc, c'était pas le vécu et c'était pas l'information, mais j'ai pas lu. Rien sur la littérature que vous avez vu, vous C'était pas ma thèse, du coup, c'est vrai que la littérature, j'en ai lu un petit peu, mais pas tout. Donc, j'avoue que là, je peux pas vous répondre. Merci. Il y a quelqu'un qui veut parler devant. Merci beaucoup pour la présentation et pour le sujet. Pour la première question qui avait été posée sur l'âge, en fait, l'étude qu'on avait fait auprès des femmes, sur le vécu des femmes, les femmes avaient été interrogées entre 2015 et 2017. Il y avait les mêmes choses que ce qu'on trouve encore aujourd'hui. Donc, on se dit qu'il y a quand même eu beaucoup d'études depuis et beaucoup de recommandations d'abord dans les pays nord-américains et que finalement, ça change pas beaucoup. Donc, je sais pas comment procéder pour qu'on puisse arriver à améliorer. Probablement en continuant de faire de la recherche sur le sujet. Et concernant la question sur justement ce que veulent les femmes, ce qui était intéressant dans l'étude qu'on avait fait avec les femmes, c'est qu'en fait, elles voulaient peut-être une pré-consultation. Mais par contre, quand elles arrivaient pour leur premier examen pelvien, elles voulaient pas que ça dure 3 heures avant de commencer, en fait. Elles le disaient, non, je veux qu'on me dise peut-être un rappel rapide sur ce qu'on fait, et puis vite, on y va, pour que ça soit fini. Et qu'après, elles étaient beaucoup plus réceptives aux messages de prévention, aux explications en deuxième temps. Donc, ça veut quand même dire qu'il faut prendre un temps probablement encore en amont pour pouvoir aborder les choses. Et en fait, quand on a interrogé les professionnels de santé, et c'est eux, par contre, ils faisaient ce qu'on a probablement tous un peu l'habitude de faire, prendre du temps pour les rassurer, pour leur réexpliquer, etc. Donc, je pense que ça doit s'adapter à chaque femme. Il y a des femmes qui ont besoin qu'on aille très rapidement sur l'examen pour que ça soit passé. Et par contre, elles demandaient à ce qu'on leur explique tout, et notamment tout pendant l'examen. Tous les gestes, systématiquement, au fur et à mesure, que ça soit très technique, mais elles voulaient avoir des informations et une réassurance. Le blanc de je fais l'examen, je parle pas parce que je suis concentrée pour trouver le col. En fait, ça les angoisse énormément et donc elles ont besoin qu'on les rassure vraiment systématiquement au fur et à mesure. Je pense que c'est des choses qui ont dû être retrouvées aussi dans l'étude. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que quelqu'un a encore une question ? On a du temps. Bonjour. Pardon. Bonjour. Alan Rossina-Lavigne, Brest.
J'ai deux petites questions. La première qui est peut-être un peu dérisoire et qui est peut-être fait un écho avec les ouvertures que vous avez émises à la fin sur l'insertion du spéculum et le fait d'avoir branche en haut ou branche en bas. Est-ce que ça a été dans la biblio ou des choses comme ça? A priori, comme on veut. Vraiment, les patientes, voilà, donc c'est au praticien là où il est mieux pour une fois. Voilà. Non, vraiment, comme on est bien. Et du coup, pour nous, pour qu'on soit bien, par en faire écho aussi à toutes les positions qui sont possibles. Ouais. Donc c'est pour le confort de la patiente, elle peut choisir, mais c'est vrai que nous, c'est des positions qui peuvent être un peu inconfortables, enfin un peu plus compliquées à réaliser qu'un simple examen avec étrier un peu classique. Est-ce qu'il y a des retours plus alors, difficiles à de faire mon vécu à moi, parce que là, pour le coup, je suis désolée, mais vraiment, en fait, on peut les installer comme on veut. En fait, on verra très bien. Enfin, l'essentiel, c'est que la table, elle soit assez haute et qu'on s'installe bien sur, voilà, avec la bonne lumière, etc. Bon, malheureusement, il y a quand même cette lumière. Mais en fait, non, ça pose aucun souci. Et c'est une habitude, en fait, à prendre. Mais je ne sais pas si d'autres personnes voudraient partager cette expérience-là. Peut-être qu'ils les installent. Je vais encore prendre la parole. Une question pour Madame Miliot également. Vous parliez de... Elle ne m'écoute pas. Élodie. Petite question également. Dans votre exposé, vous aviez présenté l'importance d'un stérilet à usage unique. Un spéculum. Un spéculum à usage unique. Non, on va pas. Non. Pourquoi il y a une différence entre le spéculum à usage unique et autre? Voilà. Et puis après, bon. C'est la chaleur, parce que ah oui. On répond tout de suite. Ou alors j'ai deuxième commentaire après. Deuxième commentaire, c'est le temps de la préparation de l'examen gynéco, le premier ou les autres. Hein. Un examen gynéco, moi, ça se prépare dès 15 ans. Dès qu'on commence à mener une contraception, on commence à parler de la surveillance, on commence à parler d'examens qui vont revenir, etc. Ça ne peut pas se faire en 10 minutes, un quart d'heure. Donc on a déjà des fois, et quand le moment est venu de la consultation de l'examen gynéco, la dame, parce que les plus jeunes filles, elle est devenue dame, elle sait déjà pratiquement ce qui va se passer, parce que ça se fait progressivement. Donc, je pense qu'il faut y aller tout doucement, parce qu'avant même le pelvien, il y a déjà eu la surveillance mammaire, parce que moi, je l'ai commencé un peu plus tôt que 25 ans, la surveillance mammaire, et le frottis. Alors, pourquoi, dans votre exposé, là, pour terminer, vous dites aucun examen systématique à une femme, aucun toucher. C'est la recommandation du CNGOV de 2023. Oui, je suis d'accord pour les asymptomatique, arrêtons. Il faut au moins de temps en temps aller regarder le col et faire. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez regardé? Pour le prélèvement, pour faire un frottis. Mais avant 25 ans? Avant 25 ans, jamais, aucun. Non, je suis d'accord. Avant 25 ans. Ah non, jamais, et surtout qu'aujourd'hui... oui, je suis d'accord. Mais j'avais pas compris avant 25 ans. J'ai bon. Non, c'était... en fait, la recommandation, c'est ce qu'ils disent. Hein, hop, je le remets là. C'est... bah oui, là je l'ai pas remis, pardon. Mais oui, quand on fait le premier frottis, bien sûr, oui, tout à fait. Pour le spéculum, effectivement, il n'y a pas de recommandation de l'un ou de l'autre, quel que soit le spéculum. Par contre, je suis d'accord avec toi, il y a dans l'étude qu'on avait fait justement auprès des femmes, pour le coup, les professionnels de santé qui n'ont probablement pas lu mon étude ont dit la même chose. Elles préfèrent le spéculum plastique jetable pour plein de raisons. Elle trouve que le spéculum en inox, ça fait vieillot et archaïque. Elle se pose toujours la question de savoir où est-ce qu'il est allé avant, comment on l'a stérilisé. Et du coup, il est effectivement plus froid et du coup plus inconfortable à la pose. Et les professionnels de santé ont dit la même chose. Alors pas tout le côté archaïque, etc., mais que le spéculum jetable était plus sûr et plus confortable pour les femmes, ne serait-ce que pour la chaleur, du coup. Oui, pour compléter,
âgé et un homme. Je n'ai pas eu beaucoup de remerciements de mes patients dans toute ma vie. Alors, je ne sais pas quel type de relation j'entretiens, si j'en ai eu quelques-uns quand même. Mais je n'en ai jamais eu autant que quand je suis arrivé dans mon cabinet. Donc, c'était il y a très longtemps, il y a 35 ans, où j'ai viré les spéculums en métal de mon prédécesseur et j'ai introduit le spéculum en plastique. Elle me remerciait mais tout le temps. Enfin, jamais j'ai eu ça. C'était vraiment, j'étais le sauveur finalement avec mes spéculums en plastique. Voilà. On verra avec l'écologie. Ah, c'est une question. Hein. Bah, nous, c'est une question qu'on se pose, mais ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette présentation? Ah, au fond. Moi, j'ai une question. Bonjour, je pose juste une dernière question. Est-ce que dans le questionnaire, il y a Un peu de silence. une question sur y a-t-il déjà eu un examen qui s'est mal passé ou de savoir si leur perception du confort allait être altérée s'il y avait eu un événement un peu traumatisant ou en tout cas... On n'a pas du tout posé cette question-là dans le questionnaire. Ouais, absolument pas, je peux pas répondre. Enfin, la question n'a pas été posée. Mais c'est une bonne question. Mais en revanche, je crois que Élodie voudra répondre, peut-être. Mais je t'en prie, viens. Alors, nous, on avait posé la question dans l'étude quali, justement. Oui. Dans l'étude qualitative qu'on avait fait auprès des femmes, justement, elles décrivaient, parce c'était des entretiens qui étaient très très longs, parce qu'elles avaient beaucoup de choses à dire, et elles décrivaient, il y avait certaines femmes qui n'étaient plus allées faire d'examen du tout, plus vues de professionnels de santé sur leur santé de femme après des examens qui s'étaient mal passés, mais pas forcément sur des choses, un examen douloureux ou un examen avec des saignements. C'était vraiment des examens où elles se sont senties, elles étaient très très dures envers nous dans leur discours. Elles s'étaient senties presque des objets. Il y en a une qui disait qu'elle était un paquet de sable qui avait été jeté sur la table d'examen puis relevé. Et c'était fini. Donc en fait, en fonction de leur vécu de cet examen-là, pas forcément sur de la douleur, mais sur la perception et les échanges qu'il y avait avec le professionnel, elles pouvaient avoir une rupture de suivi complet à la suite de ce premier examen-là, justement. Ok. On a un peu d'avance. Si jamais vous avez des questions ou des choses à partager sur le sujet. Je m'en vais. Ou des questions d'intervenants d'avant même. Hein. Je crois que c'est tout bon. Merci à vous. Merci à tous les intervenants.